Le bilan ne cesse de s'alourdir au Bangladesh. Il fait état désormais de près de 180 personnes tuées dans l'effondrement de cet immeuble de 8 étages. Les victimes sont principalement des ouvriers du textile qui travaillaient dans des ateliers de confection pour des marques de vêtements occidentales dans la banlieue de Dhaka. Tous les jours au Bangladesh, tous les mois presque, il y a un incendie, un ouvrier qui meurt. Il était 2 heures hier matin. Les 500 000 habitants de Bhopal dormaient et c'est en silence que la mort s'est abattue sur eux. Rien ne laissait prévoir la catastrophe. La plupart de ces gens ignoraient même jusqu'à l'existence de la cuve de 45 tonnes de produits toxiques enterrée au milieu des faubourgs de la ville, pratiquement à côté d'eux. C'était impossible de mettre les multinationales face à leurs responsabilités, de les poursuivre devant les tribunaux et de les faire condamner. L'usine de son groupe à Bhopal a été autorisée à reprendre sans plus tarder ses activités. Pendant ce temps, le bilan de 2500 morts s'alourdit encore. On enregistre une moyenne de 30 décès par jour, sans parler des infections pulmonaires et nerveuses, des cécités, 250 aujourd'hui, qui se déclarent et ne peuvent être soignées avec suffisamment de rapidité. La première cible de cette nouvelle alliance droite-extrême droite, ça a été cette loi sur la responsabilité des multinationales. Un tremblement de terre au Parlement européen. Cette semaine, pour la première fois, droite et extrême droite se sont alliés, donnant corps à une majorité alternative pour détricoter une des lois fortes de ce qu'on appelle le pacte vert, parfois le Green Deal. Donc on voit le retour un peu de cette alliance entre capitalisme autoritaire et extrême droite. Le 13 novembre 2025, pour la première fois de l'histoire de l'Union européenne, la droite et l'extrême droite au Parlement européen ont mêlé leurs voix pour tuer une loi européenne qui venait tout juste d'être adoptée quelques mois auparavant, qui s'appelait la directive sur le devoir de vigilance des multinationales en français, et qui était une loi qui a été obtenue de longues luttes après une homérique bataille de lobbying pendant 2 ans, et malgré l'opposition de tous les milieux d'affaires. Elle avait fini par être adoptée, mais avec la nouvelle majorité au Parlement européen à partir de juin 2024, les rapports de force ont changé et la première cible de cette nouvelle alliance droite-extrême droite, ça a été cette loi sur la responsabilité des multinationales. Donc cette loi sur le devoir de vigilance, elle vise à répondre à un problème très, très précis qui est le fait que les multinationales aujourd'hui sont partout. Elles dominent notre économie, elles ont des chaînes de valeur très internationalisées et évidemment elles recherchent le profit. Et donc à l'autre bout de la chaîne, que ce soit là où on extrait les matières premières qui sont nécessaires pour construire des iPhones par exemple, ou dans les ateliers au Mexique ou au Bangladesh où on fabrique des vêtements ou des chaussures de sport. Et c'est là où il y a les travailleurs ou les populations les plus fragiles. Il y a aussi un risque plus fort notamment parce que les régulations peuvent être plus laxistes ou en tout cas mal appliquées faute de moyens pour les États dans les pays du Sud concernés. Donc c'est là où il y a le plus de risques de violations graves des droits humains, de pollution grave. Et effectivement, l'histoire récente des dernières décennies montre qu'il y a eu des grandes catastrophes. On pourrait citer la catastrophe de Bhopal en Inde au début des années 80, où il y avait une usine chimique d'un groupe américain, une énorme fuite de produits chimiques toxiques qui a entraîné la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes et qui continue à faire des victimes aujourd'hui. Il était 2 heures hier matin. Les 500 000 habitants de Bhopal dormaient et c'est en silence que la mort s'est abattue sur eux. Rien ne laissait prévoir la catastrophe. La plupart de ces gens ignoraient même jusqu'à l'existence de la cuve de 45 tonnes de produits toxiques enterrée au milieu des faubourgs de la ville, pratiquement à côté d'eux. Mais l'entreprise chimique américaine n'a jamais été inquiétée pour cette catastrophe. Et plus récemment, on peut citer le drame du Rana Plaza, donc c'était en 2013 au Bangladesh. Donc il y avait dans un immeuble au Bangladesh sur plusieurs étages des ateliers textiles où il y avait des très jeunes femmes qui travaillaient pour fabriquer des vêtements qui ensuite étaient destinés à être vendus en Europe, aux États-Unis, dans des enseignes diverses et variées. Et les conditions de sécurité étaient telles que l'immeuble s'est effondré malgré les alertes des ouvrières. On ne voulait pas entrer dans l'atelier ce matin, mais la direction nous y a forcés en disant que l'immeuble n'avait aucun problème. Et juste après que je me sois assise, l'immeuble s'est effondré et j'ai été piégée. Et ça a fait 1100 victimes. Et les multinationales européennes ou américaines, donc les géants de la grande distribution du prêt-à-porter, qui faisaient travailler directement ou indirectement ces ateliers, ont toujours nié qu'elles étaient responsables de cette catastrophe, alors que concrètement, c'est pas ce qu'elles disaient. On veut des vêtements à bas prix, on les veut tout de suite en grande quantité, au bout de la chaîne, ça a des conséquences concrètes. Cette loi sur le devoir de vigilance, c'est le fruit de cette longue histoire où, depuis longtemps, il y a eu des catastrophes. Évidemment, là, je parle des grosses catastrophes, il y en a eu, mais tous les jours au Bangladesh, tous les mois presque, il y a un incendie, un ouvrier qui meurt.
Et dans tous ces cas, même quand ça fait 1100 victimes, il a toujours été impossible, même si des ONG, des avocats ont essayé, de mettre les vrais responsables, c'est-à-dire les multinationales qui donnaient les ordres de ce qui se passait dans ces usines, de mettre les vrais responsables devant la justice. Et de les faire condamner à fortiori. Après ces décennies de travail, donc il y a eu un travail de plaidoyer de la société civile, d'avocats, évidemment les victimes et les populations affectées. Depuis longtemps, elles voulaient qu'il y ait une évolution du droit pour que ce soit possible de rendre les multinationales responsables de ce qu'elles font concrètement. Et récemment, ça s'est étendu aussi à la question climatique, c'est-à-dire de rendre les multinationales climaticides, les grosses multinationales pétrolières notamment, responsables de non seulement leurs émissions historiques de gaz à effet de serre. On sait que les grands groupes pétroliers, c'est les principaux responsables de la crise climatique aujourd'hui, mais aussi de toute leur action d'obstruction climatique qui ont empêché depuis les années 80-90 qu'il y ait vraiment une action politique internationale ambitieuse et contraignante dans le domaine du climat. Donc vraiment, ça répondait à une demande forte de la société civile et même de beaucoup de gouvernements, notamment dans les pays du Sud, qui n'étaient pas capables d'obtenir réparation des dommages causés par les multinationales. Et donc cette loi, elle a été créée pour ça. Pourquoi c'était impossible, en tout cas jusqu'à maintenant, de poursuivre, de mettre les multinationales face à leurs responsabilités, de les poursuivre devant les tribunaux et de les faire condamner? Eh bien, tout simplement parce que le droit, il a été conçu en faveur des multinationales et la réalité juridique ne correspond pas à la réalité économique. Je m'explique. Du point de vue du droit, une multinationale, c'est juste un ensemble de sociétés un peu partout. Il y a la société mère et puis il y a les filiales ou des sous-filiales au Bangladesh, au Brésil, aux États-Unis, etc., etc. Et du point de vue du droit, c'est que des sociétés distinctes. Et donc, pour ce que fait une filiale, par exemple au Bangladesh, la société mère, dire que c'est la société mère qui est responsable de ce que fait la filiale, pour l'instant, c'était quasi mission impossible. C'est ce qu'on appelle le voile juridique. Donc, on reconnaissait pas la réalité du pouvoir de la direction d'un PDG de multinationale qui dit on veut tant, ou de la direction commerciale d'une multinationale qui dit on veut tant de vêtements pour la période de Noël à tel prix et faites ce qu'on vous dit. Donc, c'était un premier voile à surmonter, montrer que, en fait, c'est la société mère, les vrais dirigeants, donc les PDG, l'équipe dirigeante, l'entreprise en tant que telle qui sont responsables. Évidemment, ce que je décris là, c'est encore pire quand on parle de sous-traitants, parce que les sous-traitants, et c'est même plus des filiales, ils n'ont pas de relation capitalistique ou autre avec la multinationale. Donc, évidemment, quand il y a un incendie ou un immeuble qui s'effondre chez un sous-traitant, la multinationale, elle va dire mais c'est pas moi, c'est mon sous-traitant, c'est pas de ma faute. Alors qu'en réalité, on voit bien dans les faits que si il y a des problèmes de sécurité dans les usines, si dans les mines on fait pas trop attention où on laisse les déchets toxiques, c'est parce qu'il y a des contraintes qui sont imposées par ceux qui donnent les ordres, ce qu'on appelle les donneurs d'ordre, les commanditaires qui sont les grands groupes, les multinationales. Donc c'est vrai dans le secteur du textile qui vont se fournir au Bangladesh ou ailleurs, c'est vrai pour les entreprises industrielles qui vont se fournir en minéraux, en matières premières, dans des mines en Afrique, en Amérique du Sud, etc., etc. Quelques pierres se détachent de la carrière à gauche de l'image. Puis tout à coup, c'est la paroi entière qui s'écroule. Au sol, des centaines de personnes fuient l'éboulement et se ruent sur un pont artisanal construit pour accéder au site. S'ensuivent panique et bousculade, 32 personnes trouvent la mort. Donc c'est un deuxième voile à franchir, de montrer que une multinationale peut être responsable de ce qui se passe chez ses sous-traitants et l'est souvent. Et la loi sur le devoir de vigilance européenne, qui a été précédée par une loi française sur le même thème, elle vise à remédier à ça, donc faire en sorte que quand il y a un projet pétrolier en Ouganda, parce que c'était le sujet d'une des premières poursuites en France dans le cadre de cette loi, menée par le groupe Total Énergie, Total ne puisse pas dire c'est ma filiale en Ouganda, donc c'est pas moi. Maintenant, c'est possible de dire, évidemment, c'est vous, Total Energy, qui est responsable, donc vous avez à répondre de vos actes. Et ensuite, il y a un deuxième niveau qui n'a pas encore été levé. Pour l'instant, il n'y a pas de législation. C'est la responsabilité des actionnaires proprement dit, qui sont, évidemment, c'est eux qui volent du profit. Pour l'instant, ce que fait une multinationale, il y a mis à part quand on peut montrer que l'actionnaire a aussi un pouvoir de contrôle sur ce côté opérationnel de la multinationale, on ne peut pas encore rendre responsables les actionnaires de ce que font les multinationales dont ils sont pourtant les propriétaires. Les multinationales bénéficient aussi de toutes sortes d'outils juridiques qui leur permettent d'échapper à la mise en cause, même par les gouvernements. Et le plus connu d'entre eux, c'est les tribunaux arbitraux. Donc c'est un système qui permet à des multinationales, quand elles estiment que leurs droits au profit ont été lésés parce qu'il y a une nouvelle législation sociale ou environnementale, elles peuvent poursuivre les États et les gouvernements devant des tribunaux arbitraux et réclamer des compensations qui peuvent s'élever à plusieurs milliards de dollars. Et ces tribunaux arbitraux, c'est des tribunaux privés dont les juges sont payés en grande partie par
les multinationales dans cette affaire ou dans une autre. Cette situation d'impunité des multinationales aujourd'hui, elle s'inscrit dans une histoire qui est l'histoire coloniale, l'histoire des relations de pouvoir entre le Nord et le Sud. Et pourquoi aujourd'hui, en tout cas jusque récemment, c'était mission impossible de poursuivre une multinationale pour ce qu'elle faisait dans les pays du Sud. Et bien, c'est parce que les gouvernements du Nord ont créé le droit qui s'impose à tout le monde, y compris le droit international, et ont fait en sorte de protéger les intérêts de leurs multinationales. Et ça se vérifie sur cette question de la responsabilisation des multinationales. Mais il y a d'autres formes de droit, et tout c'est ce qu'on appelle le droit international des affaires. Et effectivement, on observe que ce droit international des affaires, il a été créé notamment dans l'après-guerre, au moment où il y a eu les décolonisations, où les États européens comme la France ou la Grande-Bretagne ont dû céder au mouvement indépendantiste en disant oui d'accord on va partir, on va vous laisser vous autogouverner, mais par contre on veut préserver nos intérêts économiques et ceux de nos amis dans les classes dirigeantes, et donc on va créer des outils qui permettent de protéger ces intérêts économiques, et les tribunaux d'arbitraux, effectivement le premier traité d'investissement bilatéral qui a créé ce type de tribunal arbitral, c'était entre l'Indonésie et les Pays-Bas, donc Pays-Bas, ancienne puissance coloniale de l'Indonésie, au moment où les Pays-Bas sont partis. C'est difficile non seulement pour des travailleurs en France et des populations affectées par une pollution en France de poursuivre les vrais responsables. On l'a vu en France au moment de l'explosion de l'usine AZF qui dépendait de Total, mais ça a été très difficile de mettre en cause Total. Mais évidemment, pour des populations en Afrique, en Amérique du Sud, qui sont dans des minorités, c'est mission impossible de faire respecter leurs droits. Donc les multinationales, comment elles imposent leurs intérêts au gouvernement? Il y a beaucoup de manières. La première, évidemment, c'est que il y a le lobbying au sens classique du terme. Donc elles ont les moyens d'avoir des armées de lobbyistes. C'est vrai à Bruxelles, notamment, puisqu'on parle de l'Union européenne, c'est vrai en France aussi, où elles suivent du début à la fin des processus législatifs. Elles insistent. On l'a bien vu sur la loi européenne sur le devoir de vigilance des multinationales, où depuis le début, il y a eu une opposition farouche, et même quand la loi a été adoptée, elles sont revenues à la charge pour la faire annuler un an plus tard. Donc ça, c'est le premier point, c'est ce qui est le plus visible, et c'est ce qu'on connaît le mieux. Vous savez, je suis pas un lobbyiste du tout. Vous vous trompez lourdement. Je n'ai rien à lobby. J'ai une tête de lobbyiste. Mais en fait, malheureusement, c'est pas la seule manière dont les multinationales influencent les politiques. Il y en a une autre qui est très importante, c'est cette question de connivence, ou de pantouflage ou porte tournante, on appelle ça. Donc le fait que des dirigeants politiques viennent de multinationales ou retournent travailler dans des multinationales à tous les niveaux, que ce soit des présidents, des ministres, des commissaires européens. Il y a d'innombrables cas, mais c'est aussi vrai au niveau des hauts fonctionnaires. Et donc il y a une espèce d'entre-soi qui fait que même sans avoir besoin qu'on les influence ou qu'on vienne demander des rendez-vous pour faire passer les arguments, beaucoup de dirigeants politiques sont déjà convaincus d'une certaine manière que c'est le mieux de défendre les intérêts des multinationales. Et puis, il y a aussi une question importante, c'est le poids économique des multinationales. Aujourd'hui, on vit dans un monde dominé par les multinationales, et on vit dans un monde qui est ce qu'on appelle un monde d'oligopole, c'est-à-dire chaque secteur d'activité, c'est dominé par 1, 2, 3, 4, à la limite 5 grands groupes qui se mettent évidemment, quand ils ont des problèmes avec les régulateurs, les gouvernements, ils se mettent d'accord pour protéger leurs intérêts en commun. C'est pas du tout des concurrents, ils agissent ensemble. Et sur la loi européenne devoir de vigilance, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a une lettre ouverte de 40 multinationales françaises et allemandes, par exemple, qui ont dit on veut bien investir en Europe, mais il faut que vous supprimiez cette loi et d'autres. Et sinon, on ira aux États-Unis. Donc en France, on avait une loi relativement simple qui disait simplement, les multinationales, la réalité des multinationales, c'est qu'elles ont un pouvoir économique, un pouvoir d'influence qui va au-delà de la société mère, qui concerne aussi les filiales et qui concerne aussi leur chaîne d'approvisionnement, donc leurs sous-traitants, notamment ceux qui sont très dépendants d'elles. Et donc elles peuvent être mises en cause pour simplifier. En tout cas, elles ont à répondre à des conséquences sous des formes un peu spécifiques de leurs actes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'adoption de la loi française, beaucoup de pays européens, l'Allemagne, les Pays-Bas, ont commencé à adopter des lois similaires. Et donc la Commission européenne a décidé il était temps de faire une loi européenne pour qu'il y ait un cadre commun à tous. Sont intervenues alors les élections européennes, un nouveau mandat de la commissaire Ursula von der Leyen, un contexte politique aussi qui avait changé, une nouvelle possibilité des nouveaux rapports de force au Parlement européen. En gros, la droite
et les milieux d'affaires, les grandes multinationales en ont profité, à la fois qu'ils pouvaient compter sur l'appui de l'extrême droite et qu'il y avait un contexte international dont ils pouvaient se justifier pour dire mais en fait on a Trump, on a la Russie, on peut pas réguler nos multinationales, ça va nous nuire au final, on a besoin de compétitivité. Et donc ils ont engagé un processus de ce qu'ils appellent de simplification, qui est en fait un processus de dérégulation, un processus de suppression, de destruction de tous les garde-fous sociaux, environnementaux qui existaient au niveau européen progressivement. Et la première cible de ce processus de simplification, ça a été cette loi sur la responsabilité des multinationales, qui a été la première visée et qui a fini par être vidée de sa substance en novembre 2025. L'alliance entre la droite et l'extrême droite au Parlement européen, c'est à la fois inédit et évidemment ça s'inscrit dans une continuité historique. C'est inédit parce que l'Union européenne, elle s'est construite sur un consensus antifasciste qui date des années 50-60, où il y avait les chrétiens démocrates, les libéraux, les sociodémocrates, qui formaient une sorte de majorité. Donc en France, on n'a pas connu ça, mais au niveau européen, depuis toujours, il y a eu cette majorité centriste, qu'on peut appeler centriste, qui était basée notamment sur, du côté de la droite, le choix de la droite de s'allier plutôt avec les centristes et les sociodémocrates plutôt qu'avec l'extrême droite. Et ça a perduré très longtemps. Y compris jusque très récemment. Et donc, ce vote de novembre 2025, c'est la première fois que le pas a été franchi sur un texte contraignant de supprimer, enfin de vider de sa substance cette loi sur la responsabilité des multinationales. C'est un pas franchi, un nouveau pas franchi, et évidemment, il est très possible que dans les mois qui viennent, cette alliance se noue sur des sujets, par exemple, de liberté, de droits civils, de contrôle social, de reculs sociaux, etc., etc. Et on a vu aussi, un peu comme la droite au niveau européen français, il y avait quand même jusqu'à il y a quelques années, il y avait quand même un réflexe de pas trop se mouiller avec l'extrême droite. C'est vrai en France, c'est vrai au niveau européen. Là, on voit clairement que les digues sont en train de tomber. Quand on regarde, comme c'est un peu transparent, les rendez-vous des lobbies avec des députés européens à Bruxelles, on voit qu'il y a de plus en plus de grands groupes qui vont faire leur lobbying auprès d'eurodéputés d'extrême droite, comme Jordan Bardella ou d'autres, y compris Total Energy, y compris des GAFAM, des entreprises américaines comme Meta ou autres. Donc on voit clairement qu'il y a une alliance qui se dessine en tout cas. On voit clairement que les multinationales n'ont aucun problème à s'appuyer sur l'extrême droite pour obtenir ce qu'elles veulent. Et effectivement, on sort d'une période marquée par un consensus antifasciste, y compris au niveau des entreprises, mais on ne peut pas ne pas penser à ce qui s'était passé avant ce consensus antifasciste, donc dans la première moitié du XXe siècle et même au XIXe siècle, où très souvent on a des patrons de grands groupes en Allemagne, mais aussi en France, qui ne cachaient pas leur sympathie pour l'extrême droite, voire collaboraient activement avec des régimes nazis, fascistes, etc. Donc on voit le retour un peu de cette alliance entre capitalisme autoritaire et extrême droite. On la voit advenir de jour en jour en Europe et en France.